Bien, mesdames, messieurs, chers étudiants, nous allons donc démarrer ce débat consacré à étudier le droit à l'économie. Sans doute un projet proche pour certains d'entre vous, si vous êtes présents aujourd'hui à ce débat. Plusieurs établissements sont représentés, on va dire à l'estrade. On va procéder de la manière suivante. On a normalement 1 heure à 1h15 de débat, et donc ce temps également à vous consacrer pour des questions. Donc on procédera, si vous voulez bien, en deux parties. Une partie qui consistera plutôt aux différents représentants des établissements à présenter leurs établissements, à présenter des cursus de droit à l'économie qu'ils dispensent. Peut-être aussi, j'aimerais bien, mais j'en reviendrai sur cet aspect. Hier, il se trouve qu'on a eu également une conférence sur les études de droit. Je trouvais qu'il y avait une tonalité qui insistait un peu trop sur les difficultés, sur les handicaps, sur les efforts. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on positive un peu plus et qu'on dise à quel point étudier le droit à l'économie à l'université, ou en tout cas à l'enseignement supérieur, est enthousiasmant aussi, et d'abord. Moi, je suis Thierry Boisdin, je suis directeur d'un établissement privé à Paris qui s'appelle FACO Paris, c'est la faculté libre de droit, d'économie et de gestion, qui a environ 400 étudiants et qui fête ses 45 ans d'existence cette année. Et donc, d'autres établissements sont présents, et je suis très heureux, bien sûr, de les accueillir aujourd'hui. On va commencer par les représentantes. Madame Le Tombe. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Élodie Le Tombe, je suis vice-doyen de la faculté libre de droit à Paris, La Défense, et je suis, si vous voulez, j'appartiens à l'Université catholique de Lille. Donc on a une antenne effectivement à Paris où on reproduit, si vous voulez, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, le même modèle pédagogique qui a fait son succès en fait dans le Nord, donc à Lille-même. Madame Cochitso. Bonjour également, donc je suis Madame Cochitso. Je suis docteur en droit de l'Université Paris 11 et je suis professeure à la faculté libre de droit et d'économie, mais FACO Paris, donc, qui est située dans le 6e arrondissement, près du parc du Luxembourg. Voilà. Merci. Monsieur Alain Gauzy. Bonjour, je suis Alain Gauzy, je suis professeur de droit à Paris 2, ou encore dénommé Panthéon-Assas. J'interviens en 4e année en doctorat principalement. Et je suis également le directeur du CIO de mon université, c'est en cette qualité que je suis ici présent. Donc Thierry Rambaud, professeur aux universités qui, à la demande du recteur de l'Institut catholique de Paris, a pris en charge la licence droit et sciences politiques de l'Institut catholique de Paris cette année. Voilà, et qui va délivrer avec mes collègues un message à la fois positif sur le droit, très positif sur le droit, très positif sur l'enseignement supérieur français, et qui essaiera tout simplement de montrer après qu'il y a c'est plutôt au niveau de la complémentarité des choses que voilà, ça peut se faire. Quelle est la tonalité que je souhaite donner ce matin? C'est parfait. Alors, je pense qu'on va déjà peut-être commencer par des informations relativement, on va dire, simples et presque basiques. C'est tout simplement déjà comment, dans chacun des établissements présents, sont organisées les études de droit et d'économie. Hier, j'étais sur le stand de notre établissement et il y avait des questions très simples. C'est en combien d'années, quelles sont les étapes, voilà, des choses très très simples et un peu premières, comme ça, comment sont organisés les cursus de droit, d'économie, on en prend pour combien d'années. Voilà. On commence par vous, Madame Le Tombe. Donc moi je parle pour les études de droit, parce que j'ai absolument pas, on n'a pas de discipline économique, donc je vous laisse le soin de détailler ça.
Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, et je pense que mon voisin me contredira, enfin, on va pas me contredire, bon, les études de droit, et on va être positif, on va être, comme vous dites, enthousiasmant, mais il faut savoir qu'au minimum, hein, on part quand même pour 5 ans. D'accord ? Alors, si, évidemment, c'est-à-dire 5 ans avec de la licence, puis en fait le master, puisque licence, avec le LMD, au niveau et l'harmonisation européenne, où vous avez un parcours en fait, de licence qui est fait en 3 années, et puis ensuite vous avez le master qui est découpé en fait en 2 années. Et effectivement, à mon sens, alors évidemment, il y a toujours des passerelles qui sont possibles après une licence, etc. Mais voyez, par exemple, si vous envisagez, ou vos enfants envisagent les études d'avocat, de notaire, d'huissier, de magistrat, évidemment, au minimum, il faut savoir que, alors au minimum, pour en plus passer les examens d'entrée ou les concours, vous avez un minimum en fait de 5 ans. Sachant que bien évidemment, par exemple, pour le concours d'avocat, il faut avoir au minimum un master 1, mais en général, en fait, les étudiants le passent avec un master 2 en poche, et ensuite vous enchaînez encore avec 2 ans d'école. Donc vraiment, vous êtes sur un processus qui est, et ça il faut quand même l'avoir en tête, long. On n'est pas sur un processus un processus d'apprentissage sur 2 ans. Vous voyez, par exemple, on part au minimum pour 4 à 5 années, voire plus, 8 ans, si on s'engage après vers le doctorat. Donc voilà globalement ce que je peux dire sur en fait le LMD, donc ce qu'on appelle la licence, master et doctorat. Pour le droit, est-ce qu'il y a sur les cursus de droit, il y a l'organisation, cursus de droit, première étape, licence, 3 ans, 2 années de master, s'il y a peut-être quelques petites particularités. Voilà. Moi, je n'avais pas très bien compris comment nous allions nous organiser. Alors, je n'ai aucun démenti à apporter à ce qui était dit. J'ai peut-être des précisions. Des précisions sur la durée, des précisions sur l'organisation des cursus, puisque j'ai cru comprendre que c'était un autre aspect des choses. La durée dans la formation juridique en France dépend du métier que vous envisagez. Cela a été suggéré, mais il y a un métier qui a été omis, ce sont tous les concours de l'administration. Vous avez des sorties du circuit dès la 3e année de vos études, parce que un certain nombre de concours de l'administration sont ouverts à la fin de la 3e année d'études. C'est la première des sorties. Elle engendre d'ailleurs régulièrement des malentendus avec tous les statisticiens qui s'étonnent de la diminution brutale des effectifs dans les facultés de droit, qu'ils imputent à des échecs, alors qu'en réalité ce ne sont pas des échecs, ce sont des succès des étudiants qui ont triomphé des concours de l'administration. Toujours dans les concours de l'administration, vous avez d'autres concours de l'administration qui sont les concours des métiers dits de la police, qui sont des métiers à débouchés importants où il y a lieu de distinguer les inspecteurs de police, les commissaires de police. Je n'entrerai pas dans le détail, mais seulement si j'accroche cet exemple, c'est pour que vous ayez à l'esprit qu'il n'y a pas du tout un corset formaté d'une manière rigide avec une échelle de perroquet qui fonctionnerait d'une manière linéaire. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout dépend des métiers. Et effectivement, le minimum, c'est bien 3 ans. Il n'y a pas de maximum. J'insiste sur le maximum. Il n'y en a pas, car tout va dépendre du métier que vous embrassez. Et ceux qui, comme l'a dit Madame avant moi, à juste titre, souhaiteraient poursuivre en thèse sont des personnes qui peuvent aller jusqu'à 10, 12, 14 ans d'études. Ça, c'est pour l'organiser la durée. Est-ce que nous prolongeons sur l'organisation tout de suite ou ce sera tout à l'heure? Sur l'organisation, vous posiez la question tout à l'heure, monsieur. L'organisation des études au droit est quelque chose qui est en gros partagé par tout le monde, avec peut-être ici ou là des nuances. Ce qui est partagé par tout le monde, c'est ce que la réglementation impose, à savoir qui échappe à des lycéens, ce qui est légitime. Nous avons tous été lycéens avant d'être là où nous sommes.
qu'il y a tous les ans un examen dont le succès commande le passage dans l'année qui suit. Donc, pour employer un langage qui est peut-être plus actuel dans votre esprit aujourd'hui, je m'adresse aux lycéens, tout se passe comme si vous passiez le bac tous les ans. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, tous les ans, vous avez un examen. Et vous avez un examen qui est pensé de telle manière qu'en réalité, vous avez un travail régulier, vous devriez avoir un travail régulier à produire. Et un travail régulier sur quoi? Sur une architecture qui est l'architecture d'un cours, de travaux dirigés, et ça dépend des établissements, d'un tutorat. Je dis quelques mots de chacun, et probablement les questions permettront de développer. Un cours, c'est un endroit où l'on présente les grandes lignes de matière, c'est-à-dire les grands thèmes. Un cours, un vrai cours, n'est pas un cours qui s'épuise dans le détail. Les travaux dirigés sont un lieu où on vous apprend comment on applique à des situations concrètes les thèmes qui ont été développés au cours. C'est un véritable exercice, et un exercice où, contrairement à un cours de gymnastique, vous auriez des haltères à déplacer. Là, vous avez des raisonnements à déplacer, et vous avez à vous entraîner à appliquer des raisonnements qui vous ont été présentés à ce cours. Pourquoi est-ce important? C'est peut-être ce qui, je ne sais pas si c'est ce qui a fait la difficulté hier, lors du débat précédent d'hier, c'est parce que ne perdez jamais de vue que le droit est une science sociale, c'est-à-dire que ça sert à régler des problèmes concrets, éminemment concrets. Et comme ça sert à régler des problèmes éminemment concrets, les travaux dirigés sont le lieu où on va vous entraîner à passer des grands raisonnements qui sous-tendent la discipline à des applications concrètes, mais réciproquement. Toujours dans les travaux dirigés, on vous entraînera à rapprocher une situation éminemment concrète aux éléments de solution, et les éléments de solution qui vous ont été présentés au cours. Toutes choses égales par ailleurs. Le cours, c'est la boîte à outils du plombier. Le travaux dirigés, on vous met face à une fuite, et on vous entraîne progressivement à utiliser, à trouver le bon outil, puis à l'utiliser de la manière appropriée pour régler la difficulté. Et évidemment, ça marche dans les deux sens, car vous pouvez arriver devant une fuite sans votre caisse à outils, vous ne saurez pas réparer, vous pouvez arriver devant une fuite avec beaucoup d'outils, et la difficulté, ce sera de choisir quel est l'outil approprié. Alors, maintenant, en ce qui concerne le monitorat, deux mots, je suis très long, mais deux mots. Le monitorat, dans que mon université promeut, est un sous-groupe. Un sous-groupe qui n'excède pas 10-12 étudiants. Vous êtes pris en charge par les plus brillants de vos aînés, qui sont des étudiants de 3e cycle. Et à quoi sert le monitorat? Il sert à vous expliquer pourquoi vous ne comprenez pas la question qui vous est posée. J'imagine votre étonnement devant la formulation paradoxale, pourtant ce n'est aucun paradoxe. La difficulté des études de droit, qui est source de malentendus, c'est que le droit c'est une science. Il a son langage, il a ses méthodes, et comme toute science, il voudrait, il essaye de reproduire des raisonnements à l'infini sur des situations qui se reproduiraient à l'identique. C'est en cela qu'il est science. Mais ce langage, il faut l'acquérir. Cette méthode, il faut l'acquérir. Et parfois, l'obstacle que rencontrent nos étudiants, c'est qu'ils ne comprennent pas le sens des mots. C'est pas un reproche, c'est un constat. Ce sont des termes techniques, ce sont des formulations linguistiques qui ne sont pas des formulations toujours communes. Bref, nous ne nous exprimons pas comme à la radio ou à la télévision. Et la difficulté que rencontrent nos étudiants, c'est une difficulté linguistique. Il faut qu'ils fassent du thème et de la version. Il faut que, face à une terminologie technique, vous dites purge des hypothèques, ça ne se règle pas à la pharmacie.
c'est tout un langage. Et s'il y a des problèmes concrets à régler, eh ben, quelqu'un qui maîtrise la discipline, lui, il saura ce qu'il y a lieu de comprendre si on vous dit gage sans dépossession. Voilà, c'est un problème linguistique. Alors, le moniteur, c'est tout simplement les plus brillants de nos étudiants que nous choisissons quand nous avons compris qu'ils se souvenaient des difficultés qui avaient été leurs au début. Et ce sont eux qui prennent en charge les étudiants, donc fragmentés en des groupes restreints, je vous ai donné les effectifs, et ça sert à ça. Donc, si je puis dire, c'est la fonction grand frère, grande sœur. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que ça. Mais en aucune manière, le tuteur est là pour faire l'exercice. C'est pas du tout à cela que ça sert. Alors, j'en termine. Pour tordre le cou à une idée assez erronée qui nous menace tous ici, à savoir, mais c'est quoi la fac? Qu'est-ce que c'est que cette horreur où on est perdu dans la masse? Alors, moi, je pense que nos lycéens, quand ils vont au cinéma et qu'ils sont 400 dans la salle, ils ne se sentent pas trop perdus ni menacés. Et pourtant, les lumières sont éteintes. Donc, dans un amphithéâtre, ben, c'est comme ici. Les lumières sont allumées et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de blessés pendant les cours. Dans l'ensemble, c'est plutôt une ambiance heureuse et gaie. Les effets de masse que l'on produit pour instruire un procès sont des effets relativisés dans des groupes de travaux dirigés, où là, on est au cœur de la méthode, on n'est plus qu'aux alentours d'une trentaine. Et le tutorat, c'est 10, 12, ça dépend des matières, ça dépend des ordres. Je ne vais pas vous raconter des salades. Vous imaginez bien qu'un tutorat le samedi matin sera moins chargé que le tutorat qui sera un mercredi aux alentours de 16h avant la séance de cinéma. Bon, donc tout est relatif, mais voilà, brossé d'une manière schématique ce qui est propre à la durée et ce qui concerne l'organisation. Désolé d'avoir été aussi. Non, ne vous désolez pas, c'est très bien. On chemine, donc vous voyez effectivement ces études en droit, mais on pourrait presque dire quasiment la même chose sur les cursus d'économie de gestion. Il y a effectivement un cheminement, 3 ans de licence, 2 ans de master. Quand on rentre un petit peu à l'intérieur du cursus, il y a les cours magistraux, il y a les travaux dirigés, il y a du monitorat, ou parfois appelé du tutorat. Donc effectivement, ce sont des études où vous avez la possibilité de réussir dès lors que, je dirais, on tire, quand on est étudiant, profit de l'offre qui est faite en matière de services d'éducation par l'établissement. Le monitorat, le tutorat sont effectivement ce type de services. Avec mes 2 voisins directs, on va continuer sur ce cheminement parce que, et notamment avec Mme Cochitso, je voudrais qu'on vienne sur le sujet suivant. Quand on s'engage dans les études, il y a, grosso modo, on va un tout petit peu caricaturer, le cursus de licence, il reste quand même, que ce soit en économie gestion ou en droit, assez généraliste. Et assez, on travaille sur des matières dites fondamentales. Mais après, il y a des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire et à réfléchir dès la 3e année, et encore plus, évidemment, en 4e et 5e année. Et c'est tout le cheminement vers la spécialisation. Madame Cochitso, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors, je voulais juste revenir sur quelque chose, c'est très rapide. Excusez-moi, mais je vais aussi parler pour le droit. Quand on décide de faire des études de droit, ça paraît général et abstrait dans un premier temps. Et en fait, il faut tout de suite savoir que faire du droit, c'est finalement étudier la règle du jeu dans notre société française et les rapports des individus entre eux. Alors après, on étudiera aussi la règle du jeu entre notre pays et les autres pays, les personnes de nationalité française et les autres. Et donc, à partir du moment où on étudie cette règle du jeu, il faut comprendre que cette règle du jeu en France contient des principes multiples et variés, des exceptions, des nuances, des interprétations et des applications. Et faire des études de droit, c'est étudier cet ensemble.
Qu'est-ce qui anime nos relations entre nous, entre personnes privées, entre nous et d'autres individus? Et c'est ça l'objet même des études de droit. Alors, évidemment, ça ne peut pas se faire en un an, on vous l'a très justement dit, ça se fait en 5 ans. On appelle ça licence master, le doctorat n'étant pas évidemment nécessaire. On fait un doctorat lorsqu'on a envie de faire de la recherche ou de l'enseignement. On peut même faire un doctorat lorsqu'on a envie d'être avocat et qu'on a envie de poursuivre aussi sur un sujet précis de démonstration, de réflexion juridique. Donc, il faut étudier cette règle du jeu sur plusieurs années. Et les études de droit sont faites de telle manière que c'est extrêmement évolutif. La première année, finalement, consiste à étudier, on va dire, des matières socles, bases de notre système, et on va étudier en matière fondamentale des matières telles que le droit constitutionnel ou le droit civil, notamment en première année, axé sur l'étude de ce qu'on appelle la jurisprudence, qui est l'ensemble de nos décisions judiciaires, qui appliquent nos règles de droit. On va étudier la doctrine, on va étudier des systèmes, des notions structurantes afin de poursuivre en deuxième année, en troisième année. Donc les matières sont pensées de telle manière qu'on se dirige progressivement vers une spécialité en droit. La spécialité n'existe pas en première année, elle n'existe pas en deuxième année, elle commence à se manifester en troisième année, mais la spécialité donc apparaît dans le choix du Master 1. Donc, sur les 3 premières années, il n'y a pas de grand choix à faire sur le choix des matières. On suit un cursus obligatoire, réfléchi, qui existe et a été pensé pour justement maîtriser cette règle du jeu. On a, il est vrai, des choix d'options assez significatifs à partir de la deuxième année, où on vous propose 2 options parmi 4, également en troisième année. Alors par contre, au niveau du Master 1, il faut vraiment avoir une envie, un objectif un peu plus défini que cela ne l'a été pendant les 3 premières années. Donc sur les 3 premières années, il n'y a pas d'inquiétude souvent sur le choix. Il y a beaucoup d'étudiants en droit, peut-être en économie aussi, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire avec ces matières. Et on vous l'a dit également, on peut s'arrêter à la licence, bien sûr, passer un concours de commissaire de police, on peut même être commissaire-priseur avec 3 années de droit. À ce moment-là, on va compléter avec des études d'histoire de l'art. 3 années de droit peuvent suffire tout à fait à prendre une autre voie et à compléter. On peut même avoir des sorties vers les écoles de commerce. Et c'est ça la richesse du droit, c'est pendant 3 ans, avoir un enseignement qui est solide et qui va vous permettre finalement d'avoir un choix d'orientation professionnelle assez varié. Alors si on poursuit au Master 1, il y a plusieurs Master 1. Alors là, je ne pense pas que l'objet est de tout développer, mais les Master 1 vont exprimer une tendance dans l'orientation professionnelle. On a des étudiants qui aimeraient faire du droit international. J'aimerais être avocat en droit international, on entend beaucoup. Alors à ce moment-là, le choix du Master 1 va être plutôt dirigé vers du droit international. On a même des variantes, droit international public, droit international privé. Et puis vous avez des étudiants qui aimeraient être fiscalistes. Alors ils peuvent aussi arrêter au bout de 3 années de droit et faire l'École nationale des impôts, la fameuse ENI, pourquoi pas. Quitte éventuellement à revenir, pourquoi pas en Master 1 pour être avocat et être fiscaliste. Il y a plusieurs possibilités. Et puis vous avez des étudiants qui veulent faire du social, du droit du travail. Donc il existe des masters qui correspondent à ces choix au niveau du Master 1. Donc la prise de conscience véritable du choix d'orientation professionnelle, c'est vraiment au niveau de la licence. C'est bien si ça arrive avant, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça l'intérêt du droit, c'est de pouvoir avoir cette richesse de choix, du moins pendant les 3 premières années. Alors le Master 2, évidemment, plus on monte, plus on va vers la spécificité, et le Master 2 est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus orienté. Alors on a le Master 2 recherche, autrefois ça correspondait au DEA, pour ceux et celles qui ont fait l'université. Et puis on a le Master 2 professionnel qui autrefois s'appelle le DESS. Donc ce sont des notions, des définitions, enfin des vocables qui ont changé. On fait un Master 2 professionnel lorsque on n'a pas véritablement envie de faire de la recherche ou pas véritablement envie de faire de thèse.
c'est un bon outil pour passer évidemment l'examen du barreau, parce qu'on peut passer l'examen du barreau à la sortie du M1 pour être avocat, mais on est peut-être un peu jeune. Il y a une structure mentale qui n'est peut-être pas encore atteinte. Parce que le droit, je vous ai dit, c'est la règle du jeu, mais le droit, c'est vraiment un raisonnement. Voilà, quand on fait du droit, on va en fait essayer de se structurer mentalement au niveau de la démonstration juridique. Un juriste doit démontrer, justifier, argumenter avec des références. Voilà, donc le Master 2, recherche ou professionnelle, exprime vraiment, là, pour le coup, vraiment l'orientation professionnelle. Un juriste d'entreprise fera un Master 2 professionnel. Un juriste qui vraiment a envie de passer le concours du barreau ou autre concours, il peut aussi se diriger vers l'École nationale de la magistrature qui est située à Bordeaux, va peut-être plutôt s'orienter sur un Master 2 recherche. Mais c'est loin, tout ceci. C'est très loin quand on commence la première année de droit. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite. C'est bien d'avoir cette vision générale pour savoir à peu près où on se dirige. Mais c'est vrai que dans un premier temps, déjà bien comprendre le système et l'organisation des 3 premières années de droit est essentiel. Et pour terminer, chaque année, que ce soit de la L1 ou au N2, il y a un découpage au niveau de l'organisation de l'enseignement qui consiste à mettre d'abord, d'un côté, des matières fondamentales, donc le terme exprime, ce sont des matières essentielles, dans lesquelles vous retrouverez alors le droit de la famille, le droit administratif, le droit constitutionnel, ce sont des matières assez générales et clés. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les matières complémentaires, dont les coefficients sont différents, mais qui sont plus ciblés. Par exemple, on peut avoir institution judiciaire, qui est l'examen, l'étude de nos institutions en France. On peut avoir du droit européen en matière complémentaire, lorsque c'est un droit européen des institutions, on analyse nos institutions européennes. Et puis, on a enfin le bloc optionnel. Là, le bloc optionnel, c'est un peu une sorte de liberté et qui laisse à l'étudiant la possibilité, dès le départ, de choisir son orientation. Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est que dès la première année. Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes options selon les universités. On a un programme qui est commun, mais il y a des différences, évidemment. Et voilà, la richesse du droit, c'est cette façon de proposer des études en vue, dans une première étape, d'obtenir cette fameuse licence, et je m'arrête là. Voilà. Merci. Moi, j'ai la lourde tâche de veiller quand même à ce que les différents intervenants aient une certaine égalité de temps de parole. Il y a 2 personnes qui ont un peu de retard. Donc je vais repasser la parole maintenant. Bon, je pense qu'on avance pas mal, quand même, on rentre quand même des choses assez concrètes, et vous l'avez certainement observé également vous-même. Par exemple, dans les cursus de licence de droit, il y a des programmes qui sont des cursus enrichis, des doubles cursus, certains disent double licence. Mais par exemple, M. Rambaud, vous dirigez une licence de droit sciences politiques. Qu'est-ce que c'est que ce... Merci beaucoup. Alors, l'idée, c'était de constituer, depuis 2009, une licence qui effectivement permette aux étudiants d'acquérir des connaissances fondamentales, à la fois en droit et à la fois en sciences politiques. Et l'idée, c'était de réussir ce mariage entre 2 disciplines qui, bien évidemment, trouvent à se combiner et trouvent des liens certains. Et l'objectif, c'est donc de permettre, dans un second temps, aux étudiants de s'orienter soit vers des parcours plutôt juridiques, en droit public ou en droit privé, soit vers les métiers de la science politique, puisque la science politique est parfois la grande oubliée des études universitaires. Alors, elle est faite au niveau des instituts d'études politiques, au sein des instituts d'études politiques, mais il y a dans l'université publique des parcours de grande qualité en sciences politiques, et il y a également donc cette licence qui a été ouverte en 2009, et dont l'objectif est de permettre aux étudiants qui souhaitent se tourner vers les métiers de la communication politique, les métiers relatifs à la vie parlementaire,
qui souhaitent devenir assistants parlementaires, qui souhaitent prendre des fonctions au sein de cabinets de collectivités territoriales, qui souhaitent pouvoir aller rejoindre ce formidable gisement d'emploi que sont aujourd'hui les collectivités territoriales, de leur donner des clés de compréhension. Mais je crois que l'objectif véritablement, c'est de comprendre qu'il y a deux jambes sur lesquelles doit s'appuyer la formation des étudiants. En tout cas, c'est le pari qu'a fait cette licence ouverte en 2009. Je voudrais simplement mentionner un petit point, parce que sur l'attractivité que vraiment les interlocuteurs ont parfaitement souligné des formations juridiques. Parce que il faut que les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui prennent conscience que l'État, la société, en France, mais également en Europe, accorde une place absolument essentielle au vecteur droit, à l'élément droit, car le droit est un élément de la gouvernance publique ou un élément de la gouvernance privée. Vous le trouverez dans tous les domaines, dans toutes les administrations publiques. J'ai été directeur des études de l'ENA pendant 3 ans, je sais très bien ce dont je parle, j'étais en fonction de 2008 à 2011, et j'ai vu à quel point le droit était essentiel dans la formation de nos futurs administrateurs et de nos futurs responsables administratifs dans les administrations centrales de notre pays. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'avec le droit, vous ne ferez jamais un mauvais choix. Jamais. Vous ne ferez jamais un mauvais choix. Et par ailleurs, il y a aujourd'hui un défi que notre enseignement supérieur relève très bien, qui est celui de l'internationalisation des parcours. Et si vous vous inscrivez dans les filières en droit, et c'est également le cas en sciences économiques, beaucoup d'opportunités vous seront données d'aller au cours de votre parcours faire dans une université étrangère, dans un institut d'enseignement supérieur étranger, une formation complémentaire. Le droit est sans doute la science humaine et sociale qui réussit le plus aujourd'hui ce pari de l'internationalisation. Or, les étudiants qui entrent dans l'enseignement supérieur aujourd'hui vont être des acteurs non seulement de la société française, mais également de la société européenne. Et bien entendu, au-delà de l'Europe, du monde. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut avoir conscience que le droit a bien pris ce tournant-là, a bien pris ce virage. Ça n'empêche pas du tout que l'enseignement supérieur reste bien assis sur ses fondamentaux en termes de formation juridique, mais la formation juridique aussi, c'est l'Europe et c'est l'ouverture à des carrières européennes et peut-être internationales. Regardez, faites un test, allez voir au Conseil de l'Europe, allez voir à l'Union européenne, dans les institutions européennes, au sein de l'ONU, la formation qu'ont suivi nos administrateurs au sein de ces organisations. Et vous verrez que les études juridiques ont véritablement une place de premier choix. Donc je crois que c'est vraiment un élément à prendre en considération dans le cadre de vos choix d'orientation. Vous ne ferez jamais d'erreur en choisissant le droit. Peut-être que certains d'entre vous, au bout de 3 ans, souhaiteront aller s'orienter plus vers les métiers de la communication, du journalisme, ou faire justement de l'histoire. Mais c'est jamais trop tard. Enfin, je veux dire, le droit est une école de rigueur intellectuelle qui ne pourra que vous apporter des choses. Donc ça sera toujours du plus et jamais du moins. Il faut vraiment que vous en ayez conscience. Merci beaucoup. Madame de Tombe, moi, hier, et vous le savez évidemment aussi bien que moi, quand on rencontre des parents ou de jeunes futurs bacheliers qui veulent s'orienter dans les études de droit, comme d'économie, dans les études supérieures, quelles sont mes chances de réussite? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel est le bon profil? Est-ce que vous avez des choses à nous dire, Madame Le Tombe? Certainement sur cet aspect. Les clés de la réussite, c'est ça? Du triomphe, du succès. Déjà, c'est aussi pour faire le lien avec ce que M. Rambaud disait à l'instant. Alors, c'est vrai, voilà, le droit, ça peut mener à beaucoup de choses, c'est sûr, mais en même temps, j'avais envie de rajouter, il faut l'aimer. Ah, non, mais ça paraît, je vous vois sourire, monsieur, ça paraît peut-être, c'est une évidence, comme ça, ce que je dis, mais il faut l'aimer. C'est-à-dire, et ça va être l'une des clés de la réussite de nos étudiants, c'est finalement d'avoir trouvé, et c'est loin d'être évident quand on est en terminale,
surtout que le droit, comme vous l'avez dit madame, on ne sait pas ce que c'est quand on sort de terminale, c'est quelque chose que finalement on ne connaît pas, on ne vous enseigne pas au lycée en fait, ou dans certains, dans les bacs type STT, etc., où on a des bacs effectivement où il y a des heures en fait de droit. Il y a une première approche, mais dans les bacs généraux, on ne vous dit pas ce que c'est le droit. Donc finalement, vous vous engagez dans une filière qui est quand même un petit peu, on va dire, inconnue. Vous connaissez un peu les métiers, mais je veux dire, la discipline en tant que telle, elle vous est quand même inconnue. Alors c'est pour ça que je vous dis que pour réussir, et moi c'est ce que je dis à mes étudiants, déjà, donc évidemment, il va falloir travailler, ça tombera pas du ciel, évidemment, mais il faut aussi bien dans ses baskets et aimer ce qu'on fait. Donc c'est un peu, alors c'est pas évident parce que voilà, vous ne connaissez pas bien ce que c'est, mais évidemment il faut l'aimer le droit. Donc c'est-à-dire que pour réussir ses études, il faut apprécier en fait ce qu'on fait. Et alors les clés de la réussite, à mon sens, c'est évidemment un travail aussi qui va être exigé, un travail personnel qui est effectivement assez important, parce qu'il y a quand même aussi un décalage entre le lycée et lorsque vous arrivez à l'université. Donc il y a vraiment un travail personnel en fait à fournir, et au niveau des études de droit aussi de la rigueur. Comme en fait mon voisin le disait, il y a un vocabulaire précis, il faut l'apprendre, et tout ça, ça vient au fur et à mesure en fait des années sur la progression en licence. Effectivement, voilà, le médecin il a son vocabulaire, le juriste il a son vocabulaire également. Donc ce qu'on dit généralement en fait aux étudiants, mais vraiment dans une note positive et pas négative, effectivement il y a du travail et il y a de la rigueur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'à peu près. Mais comme dans n'importe quelle discipline, finalement, un scientifique, il ne va pas être dans l'à peu près, un médecin non plus, un pharmacien non plus. Donc pour le droit, en fait, c'est exactement la même chose. Et surtout, aussi, c'est d'avoir, et ça c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on fait auprès de nos étudiants, c'est surtout une méthodologie. C'est-à-dire que pour réussir ces études de droit, il faut également être capable en fait, de structurer, d'avoir un raisonnement. Et ça, en fait, le raisonnement, il se structure avec une certaine méthodologie. Donc chez nous, on accompagne beaucoup les étudiants au niveau de la méthodo, avec des conférences en fait, de méthodologie, où on les apprend à faire une dissertation en droit. Parce que la dissertation en droit, elle est complètement différente de la dissertation en fait, que vous avez pu voir au lycée. Donc avec 2 parties, 2 sous-parties, un titre, des chapeaux, des transitions, etc. Et donc ça, je veux dire, si on ne vous l'apprend pas, ça ne va pas venir en fait tout seul. Donc il y a des conférences de méthode qui sont là pour vous donner les bons réflexes méthodologiques. Et ça suppose en fait, parce que évidemment le droit suppose des connaissances, une maîtrise des règles, du raisonnement, mais tout ça ne peut pas se faire en fait sans méthodologie. Il y a forcément en fait une méthode au niveau du raisonnement, et après il y a évidemment une méthode de travail qu'il faut être capable en fait d'adopter, être capable aussi en fait de gérer son temps, parce que on a des cours, on a des TD, on a des examens, donc là aussi en fait il y a toute une organisation à avoir. Donc les clés de la réussite, voilà en quelques mots ce que je peux dire sur les clés de la réussite. Alors nous avons étudié ce que l'on a décidé de dénommer les clés de la réussite sur des effectifs lourds et sur une profondeur historique de plus de 10 ans. La réponse est très simple. Si vous voulez faire du droit, il faut maîtriser le langage. Donc la langue française pèse très lourd. Tout ce que je vous dis, vous allez le trouver sur le site internet de Paris 2 à la rubrique Orientation active. Il faut que vous vous démontriez que vous vous intéressez aux autres, car comme cela a été souligné par tout le monde ici, quels que soient les mots qui ont été employés, c'est une science sociale. Donc c'est l'histoire. Et on recherchera quelles sont vos notes en histoire. On se préoccupe de votre aptitude à organiser des raisonnements, car le droit, ce n'est rien d'autre qu'un mécanisme intellectuel par lequel on vous enseigne comment forger un raisonnement pour convaincre d'une position à un moment donné. Le raisonnement que vous proposerez sera toujours la solution plausible,
Ce n'est jamais la solution certaine. Seul le juge transforme votre argumentation en une solution certaine. Il y a donc lieu de maîtriser cette aptitude au raisonnement. Comment acquiert-on quel est le révélateur de cette aptitude? Oh, jadis, c'était le cours de grec, le cours de latin, le cours de philo. Ces disciplines sont peut-être plus celles qui sont prisées en majorité. Aujourd'hui, restent les cours de grammaire. On fait plus tant de grammaire française que de la grammaire des langues que l'on veut embrasser, les langues étrangères, mais la grammaire est l'école de la rigueur. Il n'y a pas plus rigoriste, rigoureux, précis qu'un grammairien. Donc, c'est un révélateur, et ne vous étonnez pas alors de trouver les cours de mathématiques sur le site internet de Paris 2, pour la raison que, d'ailleurs, nous avons 40% d'une cohorte en première année vient du bac S. Pourquoi les mathématiques? Non pas pour fabriquer les mathématiciens, mais tout simplement parce que les mathématiques révèlent une aptitude à organiser des idées, ni plus ni moins. Et quand on sait organiser petit a et petit b, petit x et petit y, et qu'on évite qu'il y ait des courants électriques entre eux, on sait organiser des raisonnements, et des raisonnements qui sont puisés donc des cours qui nous ont été présentés. Ce que je dis là vaut également pour les sciences économiques, dont on ne parle pas assez peut-être. Monsieur l'a souligné tout à l'heure à juste titre, la charpente des études est la même en sciences économiques et en droit, mais pour une raison épistémologique, c'est que les sciences économiques sont tout simplement les filles du droit. Et que, même que le droit a enfanté les sciences économiques ont enfanté les sciences de gestion. Ne vous étonnez donc pas que l'on enseigne dans les facs de droit également des sciences économiques, voire des sciences économiques et de gestion. Ce sont autant de facettes d'une même réalité, autant de manières d'approcher une même réalité sociale. Le cas échéant, si l'occasion nous en est donnée, nous vous dirons comment on les distingue entre elles. Mais les clés de la réussite, elles sont d'abord révélées par le bagage que vous avez pu acquérir pendant vos études secondaires. Je vous ai dit à quoi servaient ces révélateurs. Et une fois encore, je l'assume d'autant plus que vous le trouverez sur le site, et nous venons récemment, et le recteur de Paris était tellement étonné par nos chiffres que nous avons été contrôlés, et j'ai même dû publiquement aller les présenter. Je peux vous dire que nous avons moins de 1% d'erreur sur actuellement 2200 étudiants. Merci. Bon, on va passer aux questions. Je propose qu'on passe aux questions. Vous avez certainement des questions à poser. Voilà, donc on est absolument disponible pour toujours la première question. Voilà, elle arrive déjà, c'est formidable. Peut-être vous levez, comme ça on entendra mieux la question pour tout le monde. Oui, bonjour, je vous félicite pour toutes les explications sur le cursus, etc. J'ai eu l'impression que vous avez beaucoup d'études. Est-ce qu'il y a un moment dans votre formation où l'étudiant sort un peu pour aller se confronter à la vie professionnelle? Si on fait une école de gestion d'ingénieur, c'est pris dans le paquet, c'est obligatoire. Comment ça se passe? C'est à l'initiative de l'étudiant ou c'est un peu sollicité? Très bien. On va répondre tous, je pense, un peu les uns les autres. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé les uns et les autres, mais le projet professionnel est extrêmement important. Et là aussi, c'est loin d'être évident à 17-18 ans de se dire voilà, je vais faire tel ou tel métier. Et néanmoins, la construction du projet professionnel dans tout le cursus est effectivement très importante. Et dès le départ, il faut absolument sensibiliser les étudiants à ça. Et donc, pour les sensibiliser, parce que parfois on a une certaine image, vous voyez, en première année, les filles, elles peuvent être, c'est assez caricatural, mais c'est un peu la vérité quand même. En première année, les filles, elles peuvent être juges pour enfants. En un seul mot, parce que déjà, on n'est pas juge pour enfants, on est magistrat et éventuellement, après, on devient juge pour enfants, on est rattaché au TPE, mais vous voyez, c'est ça, et les garçons, c'est avocat d'affaires. Voilà. Donc, pareil, avocat d'affaires qui existe international, en plus, parce que rien que sur le territoire français, c'est pas suffisant. Donc, et puis, finalement, vous voyez, les étudiants, ils ont des images comme ça, et puis, ils se rendent compte que ça leur plaît pas, ou ils n'ont pas les
les compétences ou l'affinité pour le faire. Donc il faut absolument les sensibiliser à ça. Et je sais que chez nous, ils sont obligés de faire 8 semaines de stage sur leurs 3 premières années. C'est-à-dire que pour valider leur licence, il y a une obligation de réaliser un stage pendant en fait 8 semaines. Alors ils découpent comme ils le souhaitent. Et puis évidemment, après en master, là en master, c'est évidemment la validité du master. Vous avez un stage en fait de minimum 3 mois qui est obligatoire et en général, et pour avoir dirigé un master 2 en droit social et en ressources humaines, ils partaient au minimum 6 mois à la fin de leur L2. Donc il y a vraiment, le stage est extrêmement en fait, important. Parce qu'ils se rendent compte, parfois en fait ils ont des fausses idées sur les métiers, donc au moins il y a une prise de conscience. Et puis aussi, c'est surtout aussi les sensibiliser aux différents métiers. Donc on essaye de faire des conférences métiers, etc., avec des professionnels pour faciliter en fait les échanges. Mais pour moi, en fait, c'est même fou qu'on n'ait pas cette... alors là, aujourd'hui, nous, on a cette obligation, mais c'est vrai que le stage dans l'université française, il est moindre aujourd'hui dans les formations, alors qu'il est extrêmement en fait, important. Oui, vous avez eu raison de poser cette question. C'est extrêmement important parce que quand on fait des études à l'université, il faut savoir s'ouvrir. Pas toujours être justement dans ce monde universitaire qui peut parfois être un peu fermé. Ça dépend des étudiants et des profils. Donc le stage, c'est une occasion de s'ouvrir au monde professionnel. Et c'est vrai que la plupart des universités ne prévoient pas, du moins je parle pour la licence, pas pour les masters 2 professionnels, ne prévoient pas de stage obligatoire. Une université d'État n'est pas une école de commerce, une école de gestion, vous en avez différentes formes qui proposent des stages. Donc on retrouvera le caractère obligatoire du stage dans des universités, alors certaines, il y en a, mais je n'en connais pas sur la région parisienne, du moins pour les 3 premières années. Alors, il y a peut-être 2-3 formations, mais il y a tellement de propositions. Mais voilà, ces stages, je voulais retrouver, donc, comme on vient de dire, dans cette faculté, voilà, dans les facultés libres, privées, on va dire, c'est vrai que les stages sont obligatoires, c'est une bonne occasion donc de s'ouvrir. Mais il y a le stage obligatoire, puis il y a le stage qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut être à l'université d'État et on peut avoir un étudiant qui est désireux aussi, sans qu'on lui dise c'est obligatoire, qui est désireux de travailler l'été dans un cabinet d'avocats ou autre. Donc l'université est organisée de telle manière que les étudiants sortent en principe fin mai, début juin, pour reprendre début octobre, il y a 4 mois. Donc je trouve que si on a un étudiant qui, en étant à l'État, est désireux d'approfondir ses acquis et de se confronter un peu au milieu professionnel, c'est une très bonne chose. Soit c'est obligatoire, pas le choix, ou soit ça peut être aussi sa volonté. Mais de toute façon, les vacances universitaires sont organisées de telle manière qu'il y a ces possibilités de faire ces stages, et même de partir à l'étranger, pourquoi pas. On a des étudiants qui partent à l'étranger, soit pour travailler, ou soit même pour travailler la langue. C'est important aussi quand on fait du droit d'avoir la maîtrise au moins du monde. Dans tous les cas, il faut saisir les opportunités. Il y a des opportunités, quel que soit l'établissement, public, privé, il faut saisir toutes les opportunités qui sont offertes pour faire des stages. Toujours, toujours. C'est ce qui va enrichir le parcours, c'est ce qui va enrichir le CV, et c'est aussi ce que va quand même regarder de manière attentive le futur recruteur. Deuxième question. Qu'est-ce qui nous différencie? Madame Le Tombe? Alors, quelle est la différence? Principalement, moi, au sein de ma fac que je gère, déjà, vous avez un encadrement qui est extrêmement important. Voilà, la principale différence, elle est là.
c'est qu'on est sur des effectifs, on est sur une fac, mais à taille humaine, entre guillemets. Donc c'est-à-dire avec des effectifs qui sont, et c'est pareil en fait pour l'ITP ou la FACO, on est sur des effectifs vraiment réduits, et ce qui fait que quand même il y a un accompagnement qui est, on va dire, plus individualisé à l'égard en fait des étudiants. Mon voisin parlait effectivement en fait, du monitorat. Nous, on appelle ça, enfin voilà, le tutorat. C'est un système, donc chez moi, de rendez-vous individualisé. Donc c'est-à-dire que c'est l'étudiant qui prend rendez-vous avec donc un tuteur, donc qui est généralement en fait soit un docteur en droit ou un doctorant, donc qui est déjà en fait en thèse et qui assure en fait ce rendez-vous de tutorat. Donc on donne un exercice supplémentaire, l'étudiant est là en fait pour faire cet exercice avec en fait le professeur. Donc il y a l'idée en fait de l'accompagnement qui est individualisé, un suivi en fait de l'étudiant. Si vous voulez, vous n'êtes pas, enfin voilà, on travaille vraiment par petits groupes. On a davantage, et je vais me permettre de me dire, on a un fonctionnement d'école réellement. Ensuite avec un volume d'horaires en fait, de cours qui est aussi important, avec effectivement donc, des travaux dirigés ou comme je disais des conférences de méthodologie. Mes étudiants de la première année jusqu'à la troisième année ont 150 heures de méthodologie. Une méthodologie en fait, appliquée au droit privé et une méthodologie appliquée en fait, au droit public. Et tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que on avait un taux de succès important sur et j'ai plus de chiffres au niveau de la région lilloise que parisienne, simplement parce qu'à Paris, on est là que depuis 4 ans. Donc, en fait, j'ai pas encore d'étudiants ayant passé, vous voyez, par exemple, l'examen d'entrée du barreau sur la région parisienne. À Lille, on a des taux de réussite qui sont extrêmement bons parce qu'on les a accompagnés pendant sur tout le processus méthodologique. Donc, en fait, au niveau du commentaire d'arrêt, ils sont complètement blindés. Ils ont les bons réflexes méthodologiques. Donc à ce niveau-là, c'est ce qui fait, moi, ma différence avec, à mon sens, l'université publique. Moi, je n'ai jamais suivi les cours chez madame, donc je ne peux pas vous dire nos différences. Je suis invité, j'irai. Je vais vous dire qui nous sommes. Alors, nous sommes l'ancienne faculté de droit de Paris, nous sommes considérés comme la faculté de droit la plus importante au monde. Il y a actuellement 14 000 étudiants en droit. Sur les 14 000 étudiants, il y a 3 000 étudiants étrangers qui viennent spontanément faire leurs études à Paris. Qui nous sommes? Nous sommes 260 accords avec des universités étrangères. Sur les 260, on a un peu plus de 100 qui sont Erasmus. En termes de résultats aux concours nationaux. À 12h débutera la deuxième série des débats et tables rondes de cette seconde journée du 37e Salon de la DREP. En salle 1, intégrer une école de commerce après bac. En salle 2, profession architecte. En salle 3, admission post-bac, inscription dans le supérieur, mode d'emploi. En salle 4, études littéraires, comment choisir. En salle 5, le sport, des métiers, une passion. En salle 6, paramédical et social. 12h, début de la seconde série des débats et tables rondes de cette seconde journée du 37e Salon de la DREP. Alors, sur les concours nationaux, le hasard veut que les statistiques sont sorties il y a à peu près 15 jours, sur toujours une profondeur historique de 10 ans. Un tiers des reçus au concours de la magistrature sont tous les ans issus de Paris 2. C'est considérable, c'est même trop, parce que du point de vue sociologique, il n'est pas sain que la magistrature soit aux mains d'une seule famille de pensée. Concours de police, pareil, même chiffre. Aussi bien les commissaires que les inspecteurs de police. Quant aux professions du notariat, c'est tout à fait différent, puisque ce sont des professions qui sont soutenues par différentes universités.
la mienne, Paris 1, Paris 12, pour ne citer que quelques exemples, forment aux études du notariat. Je reprends quelques items qui ont été développés et très vite. Sur le spectre, pour nous, le droit, c'est comme du gaz. Chaque fois qu'il y a une discipline, une matière où le droit aurait sa place, elle est enseignée. Donc, nous couvrons tout ce qu'il y a de juridique. Je peux dire la même chose pour les sciences économiques et de gestion. Pour ce qui est de l'enthousiasme, je partage tout ce qui a été dit par mes voisins. Je vais donner un chiffre très simple. Vu de l'extérieur, le droit est la discipline que l'on choisit quand on ne sait pas quoi faire d'autre. On devrait en déduire que tout étudiant ou lycéen qui rentre dans une fac de droit n'aspire qu'à la quitter puisqu'il est arrivé là par défaut. C'est exactement le contraire qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça que le rectorat nous a interrogés en nous disant mais vous nous donnez des chiffres incroyables, vos étudiants ne vous quittent pas. Ben non, on n'a pas le droit de les mettre à la porte en plus. Mais eux ont le droit de partir spontanément. Pourquoi? Parce que les disciplines juridiques les intéressent. La présence d'autant d'étudiants étrangers crée une émulation. Il ne faut pas la nier. Crée une sorte de compétition. Quand dans un même groupe, vous avez un étudiant allemand, cette année, dans mon modeste cours de transport, j'ai une étudiante hongroise, 2 Italiens, et puis 2 Grecs. Bon, voilà. Ça crée une émulation, ils discutent entre eux. C'est un signe d'ouverture. On a évoqué les stages, en 2 mots. Tout ce qui a été dit, nous avons des stages, nous avons tout. Sauf que, et là, je vais évidemment vous distinguer en mâle. Il faut bien un canard sur la dessine. Nous considérons que le discours sur les stages est un discours fallacieux s'agissant du droit. Il doit être adapté à la discipline. D'abord, il faudrait créer des entreprises en France pour accueillir tous les stagiaires. Mais vous me direz, ça ne relève pas de notre gouvernement. Mais surtout, comment voulez-vous faire un stage effectivement instructif quand vous n'êtes qu'en première année de droit, alors qu'en droit civil, vous avez reçu un cours sur des abstractions abominables où on laisse nos cheveux, sur des sources de droit, comment vous allez coordonner la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme avec un arrêté du Conseil d'État, quel stage vous allez faire? Alors c'est ce que les étudiants appellent, à juste titre, le stage photocopieuse. Alors nous avons réglé le problème à l'envers. Et nous avons réglé le problème comment? Nous demandons à des professionnels de venir à la fac avec leur dossier. Car à ce moment-là, les professionnels qui acceptent de nous aider ont fait un tri, ont fait une sélection et ont sorti de leur dossier celle des affaires qui leur permettaient à des étudiants débutants de trouver l'illustration concrète de ce qu'ils venaient apprendre au cours. De la sorte, ce qu'on appelait les ateliers de professionnalisation, nous voyons défiler les différentes professions. Et les différentes professions, et il n'y a pas que le barreau, une fois encore. Il y a le notariat, il y a la magistrature, etc. Et chacun vient avec ses dossiers, soumet ses cas pratiques, et nous sommes absents. Il n'y a aucun universitaire. Nous sommes totalement absents, et c'est alors que la discussion se déroule. De sorte que progressivement, la professionnalisation va créer ce rapport avec la pratique, et ce n'est qu'à partir de la 3e année où il y a un début de maturité, et en 4e année, alors là, le stage s'épanouit, mais enfin, j'attire l'attention du moins des aînés qui sont dans la salle, les disciplines juridiques sont pour la plupart ouvertes par le secret professionnel. Un vrai stage, c'est vous plonger au cœur d'une affaire de divorce. Ça s'appelle secret professionnel. Un vrai stage dans un cabinet d'affaires internationales, ce n'est rien d'autre que vous plonger dans un déclenchement d'une OPA, déclenchement d'une offre publique d'échange, que sais-je, c'est du secret des affaires. Donc il faut, là encore, être extrêmement prudent quand on évoque le discours sur les stages. Donc des stages, il y a, et les stages sont adaptés à la discipline. En aucune manière, ce que je vous dis, nous l'appliquons en gestion.
Parce qu'en gestion, faire un stage en comptabilité, ce n'est pas du tout le même problème déontologique que faire un stage dans un cabinet qui ne fait que du droit d'affiliation ou du droit d'adoption. Donc on adapte à la discipline, on adapte évidemment aux problèmes concrets. Autre chose, méthode. Là encore, c'est un problème un peu marginal. Nous considérons qu'on apprend à faire de la bicyclette en se mettant sur un vélo. Donc nous considérons que la méthodologie ne peut se comprendre qu'à travers la découverte de la matière. De sorte que le cours de méthodologie ne peut pas être distingué du cours matériel. Sinon, il devient un discours très intéressant, mais ce sont les rapports du cours de physique avec la manière d'utiliser la bicyclette. Donc, c'est pas que c'est inutile, c'est que ce n'est pas la même manière de l'appréhender. Dernier point, des spécialisations. Ce qui caractérise Paris 2 et qui la distingue de toutes les autres facultés publiques en France, c'est que nous refusons délibérément de spécialiser les étudiants pendant les 3 premières années. Refus total. Ils ne sont pas contents, ils râlent, ils protestent, nous ne céderons pas. Pendant les 3 premières années, ils reçoivent un enseignement massif sur des matières de base. Et toutes les matières de base des filles, toutes, le pénal, le travail, la propriété de terre, tout des filles. De sorte qu'en 4e année, sans la moindre difficulté, ils ont à choisir entre 11 spécialisations, du droit des affaires au droit notarial en passant par la procédure. Et les 11 deviennent 55 en 5e année. Donc c'est une arborescence. Vous partez d'un tronc commun presque quasiment indigeste, je l'assume, et ensuite vous allez de ramification en ramification, mais Madame l'a expliqué très justement tout à l'heure, le droit c'est un chemin au bout duquel on découvre. Et on va découvrir au fur et à mesure de la progression de ces études des tas de questions auxquelles on n'avait jamais songé, jamais, et qui tout d'un coup vous éclairent. Alors, on pourrait vous couvrir d'exemples dans notre cas. Combien d'étudiants qui ont fait l'école de commerce, du droit à côté, qui viennent nous rejoindre pour faire du droit des affaires, et qui finissent par faire du droit de la famille. Ce sont d'autres affaires.